Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 127e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous ce matin pour faire la synthèse du livre de Peter Koenig, écrit en 2008, qui s'appelle « 30 mensonges sur l'argent ». Le livre vise à mieux, à nous aider à mieux comprendre le monde monétaire dans lequel on vit en nous présentant 30 mensonges sur l'argent. J'ai lu ce livre-là pendant un transfert dans mon escale de 7 heures à Francfort en Allemagne pendant que j'allais en congrès en Finlande en mai 2024. Je me disais que ça serait facile de lire un premier livre en attendant pendant cette escale-là. J'avais dormi seulement 1 heure dans le vol de nuit entre Montréal et Francfort et le décalage est de 6 heures rendu là-bas, donc je suis arrivé à 8 heures le matin sans avoir dormi ben. Donc ce livre-là était très difficile à lire. Je lisais 3-4 pages assis sur un petit banc d'aéroport puis je m'endormais et ça jusqu'à la fin. Donc 3-4 pages, ping, pognais un petit 4-5 minutes de sieste, puis je recommençais. Donc, je pensais lire le livre en 2 heures, puis ensuite me reposer. Mais finalement, ça m'a pris 6 heures, donc presque l'escale au complet, pour lire un petit livre où l'écriture est quand même assez grosse. Donc, j'espère que vous allez quand même apprécier mon résumé aujourd'hui. Le premier élément de synthèse, donc le premier mensonge que l'auteur veut mettre de l'avant, c'est « l'argent fait le bonheur ». Donc, pour lui, c'est un mensonge et il en parle dans les mensonges numéros 2, 4, 7, 15, 16 et 21 dans le livre. Il dit qu'on présume que l'argent va nous permettre d'une certaine manière de mieux maîtriser notre vie et l'ironie pour lui, c'est que ceux qui aspirent à devenir riches possèdent davantage de pouvoir que ceux qui le sont déjà. Il dit qu'ils ont l'avantage de poursuivre un objectif qui est concret, soit s'enrichir, et ils nourrissent un espoir. Ceux qui ont déjà atteint leur but de richesse ressentent, ce que l'auteur dit, soudainement un grand vide. Une citation dans le livre d'Aristote Onassis, c'est la suivante. « Un homme riche n'est souvent qu'un homme pauvre qui a beaucoup d'argent. Celui qui croit que l'argent peut tout acheter n'en a manifestement jamais eu. » Penser qu'il faut avoir une certaine somme d'argent pour être heureux, c'est mettre son doigt dans un engrenage parce que cette somme minimale-là qu'on croit requise pour avoir notre bonheur va toujours augmenter et ça va jamais nous permettre d'atteindre le bonheur qui est promis. Selon la loi de Barre, B-A-R-R, cette somme-là minimale du bonheur double une fois qu'on va avoir atteint la somme qui était visée au départ. Donc, si tu disais que tu devais avoir 200 000 $ en actifs nets pour être moins stressé et heureux, une fois que tu vas atteindre le 200 000, tu vas te dire qu'il faut 400 000 pour être réellement heureux et moins stressé. Donc, la crainte d'un manque dans le futur n'est jamais réellement apaisée, selon l'auteur. Il nous parle aussi d'une prison de sécurité dans le mensonge numéro 7, ou plutôt une prison d'insécurité. Donc, prendre conscience de ce mensonge-là que l'argent va amener la sécurité, c'est un premier pas pour se libérer de ces griffes-là, des griffes de l'argent, selon l'auteur. Dans le mensonge 15, il nous apporte plutôt vers le lien entre l'argent et la liberté, et celui-ci commence dès notre enfance. Donc, je vous prends un petit bout du livre. Fais ce qu'on te dit. Quand tu seras grand, tu pourras faire ce que tu voudras. Donc, on vit notre vie d'adulte après l'école dans un rythme effréné et on se dit finalement qu'on sera libre à la retraite. Mais libre de faire quoi? À ce moment-là, il y en a plusieurs qui ont oublié ce qu'ils voulaient faire et retournent travailler à temps partiel pour combler le vide. Et ça, c'est sans compter les problèmes de santé potentiels. Donc, le constat de ce chapitre-là dans le livre, c'est que les gens vont organiser leur vie de manière à gagner beaucoup d'argent aujourd'hui pour être libres et avoir le choix plus tard. Mais la liberté, selon l'auteur, se vit au présent, pas seulement au futur. Cette liberté-là est à la portée de tous, à tout moment, en toutes circonstances, avec ou sans argent. Si c'est vraiment la liberté que vous voulez et que vous pensez que c'est l'argent qui va vous l'apporter, l'auteur dit de relire ce chapitre-là jusqu'à temps que vous ayez compris que le bonheur, la liberté, est à la portée de tous, à tout moment. Le mensonge 16 va un peu plus loin en disant que les gens qui font réellement ce qu'ils veulent ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Ils fonctionnent à l'envers. Donc, ils vont faire ce qui leur tente, ce qui leur plaît, ce qui les passionne, et vont souvent alors attirer vers eux les ressources dont ils ont besoin, notamment l'argent. Si vous faites ce que vous aimez avec une certaine passion, vous êtes dans un meilleur état d'esprit, vous devenez donc plus vivant, plus attrayant pour des collaborateurs ou des clients.
Attention toutefois de ne pas devenir aveugle non plus en pensant que de vivre selon ce principe-là, donc de faire ce qu'on aime, va apporter la richesse. Il ne faut pas voir ça comme fais ce que tu aimes et l'argent va venir, mais plutôt fais ce que tu aimes et tu vas obtenir ce dont tu as besoin. Ce qui peut être autre chose que de l'argent. Donc, ça peut être des services en retour, de l'aide des autres, etc. Donc, je trouvais ça intéressant, ce bout-là, de faire ce qui te passionne, ça va t'apporter la richesse, mais pas seulement, en fait, pas uniquement la richesse monétaire, ça peut t'apporter un autre type de richesse, notamment la liberté. Deuxième élément de synthèse, c'est l'argent est garanti. Donc, c'est un autre mensonge que l'auteur essaie de contrecarrer. Ça fait référence au mensonge numéro 10 dans le livre et il y a plusieurs étapes qui ont mené à l'argent qu'on connaît aujourd'hui qui fait en sorte que l'auteur dit que l'argent n'est plus garanti. Donc, la première étape, c'était de l'argent qui était lui-même un produit de valeur. Donc, à l'époque, il y a très, très longtemps, l'argent possédait une valeur intrinsèque. Donc, par exemple, on pouvait s'échanger des poules. Donc, ça avait une valeur. Donc, une poule avait une valeur. Donc, l'argent était des objets, donc des coquillages, de l'orge, etc. Ensuite, la deuxième étape de l'évolution de l'argent a pris la forme de jetons qui étaient fabriqués pour garantir un produit de valeur. Donc, l'argent devenait une unité d'échange. Les métaux précieux étaient parfaits pour créer ces jetons-là, donc la monnaie qu'on connaît, parce que c'était facile à transporter et de petite taille. Donc, le jeton lui-même possédait une valeur intrinsèque. Donc, si on confiait une pièce d'or au banquier, on recevait un reçu papier qui était entièrement garanti par l'or ou l'argent déposé à la caisse, à la banque. Donc, si tu déposais une valeur de 10 pièces d'or, mais tu recevais un papier qui disait que tu as 10 pièces d'or et les 10 pièces d'or étaient toujours disponibles à la banque. La troisième étape de l'évolution de l'argent, c'est que l'argent émise avait une valeur supérieure à sa valeur intrinsèque. Donc, la valeur d'une pièce de 1 $ en termes de métaux précieux ne valait plus vraiment 1 $. On lui accordait une valeur supérieure. Donc, si tu prenais 100 pièces de 1 $ et que tu les faisais fondre, tu n'obtenais pas 100 $ de métal précieux. C'est utile parce que tout le monde se sent plus riche alors qu'il ne l'est en réalité, ce qui stimule la croissance de l'économie, ce qui l'a beaucoup stimulé en fait. C'est ici que le premier mensonge, en fait, le mensonge le plus important apparaît selon l'auteur. L'argent non garanti, donc tu n'as pas 100 $ si tu as 100 pièces de monnaie de dollar, nous paraît tout aussi réel que le véritable argent. Donc, la distinction entre les deux est tombée dans l'oubli. Donc, tu as 100 pièces d'un dollar, tu crois que tu as 100 $ de valeur, mais non, ton 100 $ ne vaut pas vraiment 100 $ en termes de métaux précieux ou l'unité qui est associée à la valeur de ton argent. Et enfin, la quatrième étape, donc où on est rendu, c'est qu'il n'y a plus aucun lien entre la monnaie et quelconque garantie réelle. Donc, c'est là qu'on est maintenant. Donc, les émetteurs, les banques vont créer de la monnaie en prêtant de l'argent qu'ils ne possèdent pas et font en plus payer des intérêts sur ces prêts-là. Donc, ils nous font payer l'intérêt sur de l'argent qu'ils nous prêtent qu'ils n'ont pas. Et ça augmente encore davantage la masse monétaire mondiale. C'est ce qu'on appelle l'argent fiduciaire. Donc, la conséquence, c'est que la monnaie en circulation devient de plus en plus redistribuée à un nombre de personnes restreint, alors qu'une majorité de personnes vont s'endetter de plus en plus. Et c'est la situation à la base de la création de la crypto-monnaie, de trouver une monnaie, en fait, d'échange qui ne perdrait pas sa valeur dans le temps, notamment avec l'inflation qui est créée par l'étape 4 là, dans laquelle on est en ce moment avec l'argent fiduciaire. Donc maintenant, l'argent ne repose plus sur grand-chose, à part la valeur qu'on veut bien lui accorder. Et oui, une publicité dans mon propre podcast. Après avoir aidé plus de 50 personnes à prendre en main leurs finances et leurs investissements dans la dernière année et demie, je suis enfin en confiance de publiciser mes services d'accompagnement. Selon vos besoins, ces services-là peuvent aller d'une seule rencontre de 60 minutes jusqu'à plusieurs rencontres avec des suivis. Donc, que ce soit pour planifier votre stratégie d'investissement, choisir vos FNB, savoir si le CELI ou le REER c'est plus intéressant dans votre cas, ouvrir votre compte de courtage et apprendre à bien l'utiliser ou toute autre question ou besoin par rapport à vos finances, n'hésitez pas à m'écrire sur Gmail ou sur le groupe Facebook du podcast pour avoir les informations sur les forfaits disponibles. Donc, au plaisir de vous rencontrer et de jaser de finances. Troisième élément de synthèse, ça concerne les riches et les pauvres et c'est en lien avec le mensonge 14 dans le livre. L'auteur dit alors qu'on pense souvent que les gens riches sont cupides et que les pauvres sont nécessiteux, il est plus vrai de dire que les gens qui sont réellement riches le sont avec n'importe quelle somme d'argent et que les gens pauvres le sont malheureusement aussi avec n'importe quelle somme d'argent. Donc, je trouvais que cet énoncé-là prenait tout son... En fait, perçait le mensonge, j'ai de la misère avec ce mot-là, selon lequel
une simple redistribution des richesses. Donc, si on distribuait équitablement l'argent qui existe en ce moment, les richesses qui existent en ce moment sur la planète, on la distribuait équitablement entre chaque personne, ben, selon l'auteur, ça n'a aucun intérêt. Les effets seraient de courte durée. Donc, les conditions de départ, que les riches sont riches, peu importe s'ils ont peu ou pas d'argent, que les pauvres le sont, peu importe le montant d'argent, ben, il dit qu'on reviendrait aux conditions de départ, ça va se rétablir en très peu de temps parce que les gens vont revenir avec leurs mauvaises habitudes de dépenses ou leurs bonnes habitudes de dépenses s'ils ont un état d'esprit riche et de liberté. Quatrième élément de synthèse, c'est les promesses d'une retraite paisible. Pour l'auteur, c'est également un mensonge et c'est le mensonge 23 dans le livre. Il dit qu'épargner, c'est important, mais que ce qu'on nous promet, c'est faux. Il dit qu'il y a deux problèmes qui vont nous empêcher, qui vont empêcher l'argent investi dans les régimes de retraite actuels de produire des rendements qui vont permettre de maintenir un pouvoir d'achat, et on ne parle même pas de l'augmenter ici, selon l'auteur. Premier problème, c'est la démographie. Il dit qu'il y aura de plus en plus de retraités et moins d'actifs pour financer les pensions. Donc, combiné à l'augmentation des maladies dégénératives qui coûtent cher, mais qui sont couplées au progrès de la technologie et donc une espérance de vie qui grandit, bien, ça fait en sorte qu'en moyenne, 20% des coûts en santé sont dans nos dernières années de vie, 50% des coûts en santé dans notre vie sont dans les 5 dernières de notre existence. Deuxième problème, il dit que c'est les gestionnaires de fonds de pension qui créent aucune richesse avec le pouvoir dont ils disposent, avec tout l'argent qu'ils disposent. Souvent, ils font juste investir dans des investissements qui existent déjà, des entreprises existantes. Donc, l'auteur dit que si on se fie uniquement à un régime collectif pour notre retraite, comme le REGOP par exemple, ben il faut s'inquiéter. Il dit que tout indique que ces promesses-là ne pourront pas être tenues et respectées dans le futur. Ici, je nuance, là, j'ai entendu beaucoup de fiscalistes dire et d'économistes là, dire qu'au Canada, tout ce qui est, au Canada et au Québec, là, le régime des rentes et le fonds de pension de vieillesse, là, la pension de soutien de vieillesse, pension de sécurité de vieillesse, ça va bien. Donc, que c'était vraiment les actuaires disent que ça se tient bien, là. On est correct pour le futur, donc je crois ces gens qui ont plus d'expertise que moi. Mais je vous invite aussi, à côté de ces régimes collectifs-là, qui sont peut-être pas, si vous êtes avec votre employeur, par exemple, qui est ailleurs que la RRQ et la PSV, ben de vous assurer que vous avez un petit peu d'autonomie là, dans vos économies pour la retraite. Enfin, le cinquième et dernier élément de synthèse, c'est l'argent, c'est tout ce que vous en pensez. Donc, c'est pas nécessairement un mensonge, c'est plus une synthèse de certaines positions philosophiques, on va dire, de l'auteur. Donc, en gros, il dit que l'argent, c'est un écran vide, là. Donc, que ce soit sous forme de pièces métalliques ou de billets de papier, c'est vraiment un écran vide sur lequel on va projeter notre pensée, notre valeur ou autre chose. Donc, l'argent va toujours exercer sa fonction de moyen d'échange avec les autres personnes, mais la situation est maintenant différente. Donc, par une inconscience de son fonctionnement, l'argent commence à déterminer et à contrôler nos vies en enlevant toute réelle liberté, parce qu'on est finalement géré par l'argent. Le paradoxe, ben, ça vient à ce que la volonté d'obtenir de l'argent entraîne la disparition de la valeur que devait précisément apporter cet argent-là. Donc, en cherchant à obtenir de l'argent pour être libre, on perd notre liberté. En recherchant de l'argent pour assurer notre sécurité, on perd celle-ci en voulant toujours avoir plus. La poursuite de l'argent n'est en réalité ni plus ni moins que de la manifestation d'une perte de connexion avec la valeur en question qu'on cherchait au départ. L'auteur suggère donc de remplacer le mot argent par je. Au lieu de dire l'argent c'est la liberté, je suis la liberté. Au lieu de dire l'argent est à la source de tous mes problèmes, je suis à la source de tous mes problèmes. Et au lieu de dire l'argent fait le bonheur, je fais mon bonheur. Donc pendant le processus, il dit de ne pas être négatif envers vous-même. Laissez tout simplement exister ces énoncés-là dans votre tête, imprégnez-vous de leur signification. Ils représentent une vérité existentielle puisque nous sommes la source de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Vous allez peut-être éprouver un peu de résistance avec certains énoncés, par exemple de croire que vous êtes la source de vos problèmes. C'est que vous considérez comme des mensonges ces énoncés-là qui représentent pourtant la pure vérité selon l'auteur, ce qui est plutôt ironique et la source de ce livre-là. Enfin, l'auteur termine en proposant de se poser la question « Avec ou sans argent, je suis… » Trois petits points. Donc, avec ou sans argent, je suis quoi? Donc, bonne réflexion, à vous. En conclusion, honnêtement, c'est un livre qui était dur à lire. Il y a un angle philosophique qui aurait pu être intéressant, mais j'ai pas accroché puisque je trouvais que l'auteur restait un peu en surface au lieu de creuser quelques mensonges plus importants selon moi.
Il y avait beaucoup de répétitions aussi à différents endroits. Vous avez vu, là, il y a certains éléments de synthèse qui avaient 6-7 mensonges rassemblés. Et ce qui était difficile, c'était que ces chapitres-là étaient pas un à la suite de l'autre souvent, répartis dans le livre. Donc, je me disais, mais semble, j'ai déjà lu ça. Puis vous vous rappelez, puisque je dormais à chaque 3-4 minutes, ben, je me disais, c'est-tu moi qui ai perdu, qui a lu les mêmes chapitres, ou bien c'est vraiment que l'auteur dit un peu la même chose avec des mots différents dans différents endroits dans le livre. Donc, il dit qu'il a fait ce livre-là après 17 ans de recherche pour pondre le livre, là, mais on ne sait pas trop comment il a fait ça. Donc, c'est pas un livre que je recommanderais, sauf si vous cherchez un petit somnifère là, pendant un transfert à l'aéroport. Le key point, qu'est-ce que je retiens? Mais ce que je retiens, c'est quand même de se placer au centre de nos questions. On est la source de tout. L'argent, c'est juste un moyen. La semaine prochaine, on remet en question l'investissement passif avec un avis contradictoire au mien sur les FNB indiciels. Ce jeudi, il n'y a pas d'action présentée parce que c'est l'épisode des abonnés. Donc, je réponds notamment à Eric qui me dit pourquoi on vendrait après 1 an dans tes stratégies magiques que je présente en début d'année. François qui me dit est-ce que je devrais racheter mon assurance vie dans son contexte. Et il y a Véronica et mon cousin Yves qui me posent 4-5 questions sur le régime épargne études enregistrées, dont le décaissement. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.